Coucou, c'est Émilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis hyper contente de filmer parce qu'on va parler de livres et j'adore la littérature. J'en parle très peu sur ma chaîne parce que j'ai peur que ça intéresse trop peu de monde en fait. Je me dis que les gens se sont pas abonnés à ma chaîne à la base pour que je leur fournisse un contenu littéraire et du coup je pars du principe que ça ne les intéresse pas, ce qui n'est pas forcément avéré. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa, comme c'est les vacances, de vous conseiller plusieurs lectures pour cet été. J'ai sélectionné 5 contemporains, je vous ai épargné les classiques parce que du coup je trouvais ça un petit peu risqué, mais peut-être que je sous-estime votre intérêt pour la littérature, donc si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo recommandation de classiques, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vais arrêter de parler et puis je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors le premier roman que je voulais vous présenter, c'est Vers la beauté de David Fuenquinos. Donc en fait on suit l'histoire d'Antoine Duris, un ancien maître de conférence aux Beaux-Arts de Lyon, qui sur un coup de tête décide de déménager à Paris et de se reconvertir en gardien de musée. Et en fait pour nous permettre de comprendre les raisons qui l'ont poussé à ce changement de vie si radical et soudain, l'auteur nous retrace d'une part l'histoire de sa relation avec sa femme Louise et de leur divorce, et d'autre part il nous plonge dans le quotidien de Camille, une des étudiantes d'Antoine qui l'admirait énormément. Et puis en parallèle on assiste à la naissance de sa relation avec Mathilde, la directrice des ressources humaines du musée d'Orsay où il travaille. Donc en fait comme vous l'aurez compris, la démission et le déménagement d'Antoine n'est qu'un prétexte que l'auteur emploie pour investiguer son passé, remonter le fil de l'histoire et aboutir sur des réflexions sur des sujets très variés comme l'amour, la jalousie, l'admiration et le traumatisme du viol par exemple. Et puis le dernier thème qui est selon moi le plus important, c'est un peu le leitmotiv qui unifie le livre, c'est celui du pouvoir salvateur de l'art. En fait, tout au long du livre, on oscille constamment entre la beauté de l'art et la laideur de certains moments de la vie. Par exemple, l'amour qui unissait Antoine et Louise débouche sur un divorce. Sinon, l'admiration d'un professeur pour son élève le pousse à commettre un viol ignoble. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler l'histoire, mais ce que je voulais juste dire, c'est que face à la laideur de tous ces événements que traversent les personnages, l'auteur cherche à faire valoir le pouvoir sublimatoire de l'art. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous baragouine celle-là? Je m'explique. En fait, j'allais dire David, c'est pas du tout David, c'est Antoine. Pour s'évader de la réalité qui est parfois pesante, il se réfugie toujours dans des musées parce que la contemplation du beau agit comme un remède sur lui. Et Camille, elle extériorise la douleur de son traumatisme à travers la peinture. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'analyse parce que j'ai pas envie de vous ennuyer. D'ailleurs pour les prochains romans, je vous promets, je serai plus courte. Je vais vraiment me concentrer sur l'intrigue et sur mon avis. Et je vais pas rentrer dans des analyses très approfondies parce que sinon ça risque d'être trop long, ça va vous ennuyer. Bref. Du coup pour mon avis sur ce livre, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée au personnage de Camille et j'ai trouvé les thèmes abordés très intéressants, donc franchement je vous le recommande vraiment, ça se lit d'une traite, vous n'allez pas voir le temps passer. Alors le prochain roman dont je vais vous parler, c'est L'art de perdre d'Alice Zéniter. C'est une histoire familiale qui se déroule à cheval entre l'Algérie et la France sur 3 générations, donc on suit le parcours du grand-père, de son fils et de sa petite fille. Donc dans la première partie, on rencontre Ali, le grand-père, qui s'est lancé dans la production et la vente d'huile d'olive. Ses affaires sont très prospères et du coup il mène une vie très confortable avec sa femme Yema et ses enfants, jusqu'à ce que la guerre d'indépendance enflamme le pays. Et bon, je reviens. À partir de là, il va devoir choisir son camp et il va finalement décider de se rattacher à l'OAS. Attendez, je sais même plus si c'est comme ça que ça se dit. Ok, c'est ça. Organisation d'armée secrète. Donc il décide de rejoindre le camp adverse en fait. Il se met du côté des Français. Ça lui vaut le mépris de plusieurs d'entre ses amis. On lui colle l'étiquette de harki et il se voit obligé de s'exiler en France. Donc là on arrive à la deuxième partie du roman qui se déroule au sein de la métropole. Après avoir transité pendant des mois de camp pour réfugiés en camp pour réfugiés, Ali et toute sa famille finissent par atterrir dans une cité en Normandie pour subvenir à leurs besoins. Ali commence à travailler dans une usine dans des conditions déplorables, ce qui représente quand même une certaine déchéance pour lui. Donc Hamid, son fils aîné qui voit ça, fait tout pour échapper à ce destin
et s'investit énormément dans son travail scolaire. Il fait plein de progrès, il apprend le français assez rapidement et du coup c'est lui qui sert d'interprète à toute la famille. Je me permets juste de faire une petite interruption pour m'excuser pour tous les changements de luminosité. En fait il fait nuit dehors et j'essaye de trouver un éclairage qui me satisfait, mais c'est un petit peu compliqué comme vous l'aurez compris. En tout cas, où est-ce que j'en étais? Oui, donc Hamid, au fil du temps il se rapproche de plus en plus de la culture française et il renie un peu ses origines, un peu beaucoup en fait, carrément. Et du coup dans la troisième partie on suit Naïma, la fille d'Hamid qui travaille dans une galerie d'art parisienne et qui est un jour amenée à enquêter sur le passé de sa famille à l'occasion d'une rétrospective sur un peintre algérien qui est organisée par la galerie où elle travaille. Elle sait presque rien de l'histoire de sa famille parce que son père se tait sur son passé et du coup elle doit vraiment se débrouiller toute seule pour glaner des informations sur internet, dans des livres. Puis auprès de sa grand-mère Yema aussi, qui est la seule personne qui lui reste dans sa famille pour essayer de comprendre son passé et d'apprendre plus de choses sur les raisons qui ont poussé son grand-père Ali à immigrer en France. Progressivement elle parvient à rassembler les pièces du puzzle et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en ai déjà dit beaucoup. En tout cas c'est vraiment un livre que j'ai adoré. C'est une histoire familiale foisonnante qui nous amène à réfléchir à la question de l'immigration, de la discrimination, de la quête d'identité, de l'héritage culturel, enfin vraiment c'est hyper intéressant. En plus de ça j'ai appris pas mal de choses sur la guerre d'indépendance algérienne, donc franchement je vous le recommande vraiment, c'est un super bon livre. Ne prenez pas peur, je sais qu'il est assez épais, il fait 600 pages, mais franchement le style est tellement agréable et l'histoire est tellement prenante que vous ne risquez pas de vous ennuyer. Donc voilà, écoutez, je vous le conseille vraiment. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. C'est un roman historique qui se passe au XVIIe siècle à Delft. Et en fait, l'auteur a imaginé l'histoire de la création du tableau La jeune fille à la perle de Vermeer. Je vous mets une photo juste ici pour être sûr que vous voyez de quel tableau je parle. Au début du roman, Grit, une jeune femme qui vit dans la misère avec ses parents et sa sœur, est embauchée comme servante dans la demeure du peintre Vermeer. Et elle doit entre autres nettoyer son atelier tout en faisant attention à ne déplacer aucun objet parce que le peintre est extrêmement maniaque. Dès les premiers jours, il est très satisfait de son travail, elle a toutes les qualités qu'il recherchait, elle est discrète, minutieuse et en plus de ça, il tarde pas à découvrir qu'elle a des bons goûts artistiques en fait. Donc il va l'introduire dans son monde artistique et il va lui proposer de poser pour un tableau. Cette proposition va vraiment piquer la jalousie de la femme de Vermeer, Katharina, qui elle n'a même pas le droit de pénétrer dans son atelier parce qu'elle est trop maladroite. Au bout d'un certain temps, des rumeurs vont commencer à se répandre dans la ville. Elles vont parvenir jusqu'aux oreilles de Peter, un jeune homme qui est pris de Grit et qui lui a déjà fait plusieurs avances. Et voilà, écoutez, je vous laisse découvrir la suite de l'histoire et la nature de la relation entre la servante et le peintre. En tout cas, j'ai adoré ce roman, j'ai tout de suite été immergée dans l'univers de l'époque et puis j'ai vraiment été tenue en haleine tout au long du livre par l'ambiguïté du rapport entre Grit et Vermeer. En fait, il faut vraiment attendre la fin de l'histoire pour y voir plus clair et comprendre un petit peu la nature de leur relation. Et même à ce moment-là, le voile n'est pas complètement levé. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça hyper palpitant, j'ai adoré. J'ai lu ce livre d'une traite et je vous le conseille vraiment parce que je le trouve extrêmement bien réussi. Donc voilà. Alors ma prochaine recommandation c'est Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. C'est un roman qui dénonce la condition féminine au Sahel à travers les histoires croisées de 3 femmes. Dans la première partie du livre, on suit l'histoire de Ramla, une jeune fille de 17 ans, il me semble, ou 16 ans, je sais plus, qui est mariée de force à un homme polygame qui s'appelle, je vérifie parce que j'ai oublié son nom, Al-Hadji Issa. Donc voilà, on assiste à ses noces avec autant d'impuissance et de désespoir qu'elle. Ensuite, dans la deuxième partie du roman, c'est au tour d'Hindou, sa sœur, de raconter le calvaire que lui fait vivre son mari, qui lui manque de respect, la viole dès leur première nuit de noces, la brutalise, la trompe publiquement sans que ça indigne personne. Enfin, c'est vraiment pas un sujet facile, d'autant plus que les témoignages ne sont pas du tout exagérés. L'auteur est très bien placé pour en parler d'ailleurs, parce qu'elle a traversé les mêmes épreuves que les 3 héroïnes du roman. Elle a été mariée de force à un homme qui la battait et heureusement dans son cas elle a réussi à s'affranchir de son joug,
Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce qui est décrit dans ce roman témoigne vraiment de la condition des femmes au Sahel et dans d'autres pays en Afrique. À travers les voix des 3 personnages de son roman, Djaïli Amadou Amal parle vraiment au nom de toutes les femmes qui continuent à vivre ces supplices dans le silence. Donc voilà, c'est tout pour la petite parenthèse. Je suis désolée de m'être un petit peu écartée de l'intrigue, mais je trouve que c'est quand même important de préciser que c'est une réalité qui est décrite et que ce livre est empreint de résonance autobiographique parce que ça éclaire notre lecture et qu'on voit pas les choses de la même manière quand on sait qu'elles ont vraiment lieu et que c'est pas romancé. Donc voilà. Pour revenir à l'histoire, dans la 3e partie du roman, on s'intéresse au point de vue de Safira, la première épouse de Al-Hadji. En fait, elle voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Ramla dans son foyer, donc elle va tout faire pour lui nuire et se débarrasser d'elle en gros, que ça soit en faisant appel à des marabouts ou en l'accusant d'un vol. Elle fait tout son possible pour qu'elle soit répudiée par son mari parce qu'elle veut le garder pour elle toute seule. Et voilà, écoutez, je pense que je vous en ai dit assez. En tout cas, c'est vraiment un roman hyper touchant et révoltant au cours duquel l'auteur nous expose de façon très crue à travers un style factuel le calvaire que vivent les femmes qui sont mariées de force, battues, violées par leur mari polygame au Sahel. C'est sûr que c'est un thème très difficile, mais je pense vraiment que ce livre vaut la peine d'être lu parce que c'est très important de s'informer sur la condition des femmes ailleurs dans le monde, et je pense que ça nous permet de prendre conscience que même si on n'est pas encore arrivé à un pied d'égalité avec les hommes, on a quand même beaucoup d'avance sur d'autres sociétés et on jouit de beaucoup plus de droits que certaines femmes qui habitent dans d'autres régions du monde. Donc voilà, écoutez, je peux que vous recommander cette lecture. Et pour finir, le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Eldorado de Laurent Godet. C'est un roman sur l'immigration qui est basé sur l'enchevêtrement de 2 récits en fait. Donc au début du roman, on suit Salvatore Piracci, le commandant d'une frégate de la marine italienne qui a pour rôle de surveiller les côtes à la recherche d'embarcations de migrants, et une fois qu'il en repère, avec son équipage, ils les font monter à bord et il les amène jusqu'en Italie pour les livrer aux autorités qui, dans la plupart des cas, les renvoient chez eux. Donc voilà, ça c'est pour le petit contexte. Et en fait, un jour, le commandant fait une rencontre bouleversante qui va changer le cours de sa vie. À partir de ce moment, il quitte son ami Angelo, son poste, ses effets personnels, sa ville, pour aller se réfugier au Maghreb. Il va lui arriver plein de péripéties. Et en fait, il se retrouve à errer entre l'Algérie et la Libye pendant des mois. Et en parallèle, on suit l'histoire de Jamal et Soleiman, 2 frères qui habitent au Soudan et qui veulent rejoindre l'Europe pour reconstruire leur vie. Après un rebondissement inattendu que je vous laisse découvrir, Soleiman entame un long et périlleux périple vers l'Europe, au cours duquel il se liera d'amitié avec un autre migrant qui a le même dessein que lui. Et voilà, écoutez, je pense que c'est l'essentiel. En tout cas, j'ai vraiment été très touchée par ce livre et je vous le conseille vraiment parce qu'il aborde un sujet d'actualité très important que l'auteur a rendu encore plus intéressant en entremêlant ces 2 récits basés sur 2 points de vue différents et construits en opposition, puisque Salvatore quitte l'Italie pour se rendre dans un pays en guerre, la Libye, et que Soleiman lui fait le chemin inverse. Il fuit la misère du Soudan pour se rendre en Europe, qui incarne l'Eldorado à ses yeux. Je vous laisse découvrir s'il parviendra à destination ou non. En tout cas, je vous conseille vraiment ce livre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture. Si vous comptez lire un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Et si vous en avez déjà lu certains et que vous voulez me donner votre avis, vous êtes les bienvenus. Je serais hyper contente de savoir ce que vous en avez pensé. Et voilà, écoutez, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!